Bonjour et bienvenue. Si vous venez de vous connecter, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom, votre organisation et votre rôle, s'il vous plaît. Et aussi le pays d'où vous vous connectez et d'autres informations que vous voulez qu'on sache sur vous-même. Et on va faire cela en attendant que tout le monde se connecte. Salut, salut Derek. Je vois beaucoup de visages, beaucoup de noms que je connais déjà. Salut Christine, salut Clara, ça fait longtemps. Adnan, Franck, bonjour. Tamsin, Steven, bonjour. Linette, bonjour et bienvenue à tout le monde. Un plaisir de vous voir. Shazar, Kintar, Abdi, Rachid, bonjour et bienvenue. Nous allons commencer. Nous avons beaucoup de contenu à couvrir. Et je pense que nous avons une conversation très dynamique planifiée pour la séance. C'est une opportunité pour nous de se faire la connaissance et d'interagir entre nous-mêmes. Tout d'abord, bonjour encore une fois et bienvenue à la réunion de la communauté de SLAM, l'apprentissage stratégique et la gestion adaptative. Dans cette réunion, nous allons avoir beaucoup de participation du public, du groupe, et ça va donner la forme au contenu de la réunion. Nous voulons vous donner les contenus qui sont les plus pertinents pour votre travail. Donc, s'il vous plaît, partagez vos avis, vos points de vue sur les sujets que nous allons aborder. Mais avant de commencer, nous, tient- nous tenons à vous informer que la séance va être enregistrée et que l'interprétation est disponible vers le français. Je vous invite donc toutes et tous de sélectionner votre langue d'écoute préférée pour la séance. Vous pouvez faire cela en cliquant sur l'icône Interprétation en bas de votre écran et en sélectionnant soit l'anglais, soit le français. Vous pouvez aussi choisir de mettre l'audio original en sourdine ou de le suivre à un volume réduit. Nous allons avoir trois discussions en parallèle, trois salles anglophones et une salle francophone. Peut-être on va ajuster cela en fonction des gens qui sont présents. Si vous voulez faire partie de la salle francophone, s'il vous plaît, envoyez un message à Meredith Brown maintenant dans la boîte à discussion. C'est elle qui va régler la division en salle parallèle pour les discussions en petits groupes. Donc, si vous voulez être dans la salle francophone, envoyez un message, s'il vous plaît, à Meredith Brown. Pour ceux qui viennent de se connecter, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. J'aimerais aussi présenter l'équipe de facilitation pour la réunion. Je vais commencer avec moi-même. Je m'appelle Jenny Haddell. Je suis la spécialiste senior du SLAM pour Idéal. Je travaille avec Save the Children et j'ai avec moi Suzanne Amari, qui est la directrice des activités d'Idéal. Elle va être la modératrice de la discussion aujourd'hui. Nous avons aussi Nicole Helm, Eric Friest, Meredith Brown et Alice Dickey avec nous. Ces personnes vont nous aider avec les discussions en salle parallèle et tout le monde fait partie de l'équipe idéale. Si vous avez des problèmes techniques pendant la réunion, s'il vous plaît, envoyez un message à Meredith ou vous pouvez envoyer un message à Isabelle dans la boîte à discussion. Envoyez un message privé à ces personnes si vous avez des problèmes techniques. Puisque nous avons toujours de nouveaux visages parmi nous et peut-être vous l'avez déjà entendu, mais j'aimerais commencer avec une présentation de SLAM, qu'est-ce que c'est, et aussi Idéal, qu'est-ce que c'est. La communauté des pairs de l'apprentissage stratégique et gestion adaptative est organisée par Idéal. L'activité d'apprentissage menée et dirigée par les metteurs en œuvre, qui est financée par le BHA, le Bureau de l'assistance humanitaire de l'USAID. Le BHA soutient l'objectif du gouvernement des États-Unis pour améliorer la sécurité alimentaire chez les foyers les plus vulnérables et les communautés plus vulnérables du monde. Idéal s'adresse aux lacunes des capacités dans la communauté de mise en œuvre de cet objectif. Nous nous focalisons sur la conception et la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire d'urgence et non d'urgence plus efficaces. Cette communauté a été conçue pour rassembler des pairs pour partager et parler des pratiques prometteurs autour des thématiques par rapport à l'apprentissage stratégique
la gestion adaptative. La dernière réunion a visé la réduction des barrières par rapport à l'apprentissage dans les contextes humanitaires et les enregistrements sont disponibles sur le site web fsnnetwork.org sous l'onglet Communauté. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons travailler avec des leaders pour promouvoir l'apprentissage et l'adaptation. C'est une vraie passion pour moi, c'est un vrai intérêt. Je m'intéresse beaucoup à comment les leaders donnent la forme à la culture d'une activité, la culture des organisations et aussi comment le leadership peut faciliter ou empêcher l'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec des leaders qui sont des champions de l'apprentissage pour mieux comprendre comment nous pouvons travailler avec des leaders, avec notre leadership pour promouvoir l'apprentissage et l'adaptation. La séance va être encore une fois interactive. Nous allons commencer avec les salles parallèles. Voilà l'ordre du jour. Nous allons commencer avec les discussions en salle parallèle. Chaque groupe aura des questions spécifiques à aborder et nous allons aussi parler des obstacles principaux pour fédérer les leaders, inviter l'appropriation des leaders. Nous voulons aussi vous demander d'identifier les questions que vous aimeriez poser à Rita et à Sagar, que je vais présenter dans quelques instants. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions dès maintenant. Vous aurez l'occasion de poser des questions à ces deux chefs de parti. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir à des questions que vous aimeriez poser à nos deux panélistes que je vais présenter maintenant. Voilà nos deux intervenants, Rita et Sagar. Les deux ont travaillé en Ouganda. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais il me semble qu'en Ouganda a une culture d'apprentissage fantastique. Rita est chef de parti pour l'activité Graduating to Resilience, mais en œuvre par AVSI. Et Avzar est l'ancien chef de parti pour l'activité Apollo, qui a maintenant conclu, mis en œuvre par Mercy Corps, encore une fois en Ouganda. Les deux, j'ai hâte d'entendre parler les deux et d'entendre la conversation que allons avoir. Les deux intervenants ont beaucoup d'expérience très riche et aussi notre modératrice Suzanne a beaucoup d'expérience elle aussi. Et elle aussi, je pense qu'elle a hâte d'interagir avec nos deux panélistes. Mais avant de faire parler ces panélistes, nous voulons entendre de votre part. Nous avons une activité de nuage d'idées, nuage de paroles, et nous allons utiliser AHA Slides pour faire cela. Donc, vous allez suivre le code QR que vous voyez sur l'écran, ou vous pouvez aussi suivre le lien qu'on vient de vous mettre dans la boîte à discussion. On va vous donner quelques instants pour tomber sur la bonne page, et puis nous voulons entendre de votre part. Quelles sont vos idées par rapport au leadership et l'apprentissage et la gestion adaptative? Voilà la question. Quel est un mot hum, que vous utiliserez pour décrire un leader, un dirigeant adaptatif qui est axé sur l'apprentissage? Je vous donne quelques instants pour le faire. Je vous donne quelques instants pour vous connecter et pour répondre à la question. Quel est le mot singulier, unique que vous utiliserez pour décrire un leader adaptif et orienté vers l'apprentissage? Oui, collaboratif, confident, curieux, confiant, ouvert, agile, flexible, stratégique, proactif, vulnérable. J'aime beaucoup ce mot vulnérable. Ah oui, il faut avoir de l'humeur, il faut être conscient. Oui, la curiosité, être curieux, c'est très important aussi. La collaboration, aussi quelqu'un qui sait accommoder les autres. Ah, nous avons beaucoup de réponses maintenant. Quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui a de la volonté, qui est audace. Ah, on va devoir hum, sauvegarder cela. Oui, flexible, adaptable. Oui, il me semble pour le moment, curieux et flexible sont les deux mots principaux. Aussi ouvert, stratégique, audacieux. Oui, formidable. Merci beaucoup d'avoir participé à cette petite activité de brise-glace. Maintenant,
Je pense que nous pouvons nous lancer directement dans les discussions en salle parallèle. C'est une opportunité pour se faire la connaissance, donc je vous encourage, ne soyez pas timide. C'est un espace sûr pour vous. Nous voulons vous permettre d'échanger entre vous-même et et aussi nous donner les commentaires et les retours qui vont orienter la discussion. Nous allons diviser en salle parallèle pendant 20 minutes et les facilitateurs vont aussi prendre des notes, donc vous pouvez parler librement et les facilitateurs vont vous orienter. Donc, si vous tombez dans une salle anglophone et vous préférez être dans une salle francophone, envoyez un message à Isabella et elle va vous déplacer vers la salle francophone. Donc, voilà, tout le monde, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour vous faire la connaissance? Je ne peux pas vous voir, je ne vois que moi-même, mais je sais que tout le monde dit oui, oui, nous sommes prêts. Donc, Bella, est-ce que vous pouvez ouvrir les salles parallèles et vous pouvez aussi continuer à contribuer au nuage des idées et enfin, nous verrons le produit final. Oui, je pense que ça va. J'ai affecté tout le monde à une salle parallèle. Oui, allez. Rebonjour à toutes et à tous. Je pense que nous sommes en train de revenir des salles parallèles. Je pense qu'il y a une ou deux discussions qui sont toujours en cours, mais je pense que la plupart des participants sont là. Moi, je n'étais pas prête à revenir dans la séance plénière, je vous l'avoue. Je n'étais pas prête, pas du tout à revenir dans le groupe principal, mais voilà, on va s'adapter. Nous avons une question pour les panélistes, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes qui n'ont pas eu le temps de partager les questions? Si oui, mettez vos questions dans la boîte à discussion. Nous allons en créer toute une liste de questions et nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Maintenant, j'aimerais entendre de chacun des facilitateurs des discussions parallèles quels sont les thèmes, un ou deux thèmes principaux dont vous avez parlé dans votre salle parallèle. Dans mon groupe, voilà, nous sommes très nombreux aujourd'hui. C'était formidable d'avoir un si grand nombre de personnes. Presque tout le monde a allumé le micro pour partager ses points de vue individuels. Nous avons beaucoup parlé du leadership, l'adaptabilité, la proactivité. Nous avons aussi parlé des défis tels que le manque de suivi avec l'apprentissage et un manque d'établissement des connexions entre l'apprentissage et l'adaptation. Nous avons entendu cela souvent par le passé et voilà, souvent on dit qu'on veut apprendre, mais quand il y a une idée novatrice qu'on a essayée, qu'on a testée, quand les résultats ne sont pas tels qu'attendus, il y a des critiques. On reçoit des critiques, parfois négatives. C'est tout pour notre groupe. Maintenant, à vous la parole, Nicole. Oui, merci beaucoup. Nous aussi, nous aurions pu profiter de quelques minutes supplémentaires. Donc, désolé à mon groupe d'avoir coupé la conversation, mais c'était formidable d'entendre vos expériences et de parler de qu'est-ce qui fait d'un leader un leader fort en apprentissage et en adaptation. Nous avons eu de très bons mots, de très bonnes paroles, quelques-uns qui m'ont surpris, mais qui ont résonné, tels que l'accommodation. Il faut accommoder même les critiques. Il faut toujours être ouvert à l'apprentissage, même quand on reçoit des critiques. Aussi, on a parlé de la technicité. On veut se développer avec l'équipe et s'engager avec le contenu d'une façon créative et technique et d'autres thématiques. Nous avons déjà vu dans le nuage des mots, visionnaire, forte en communication. Ce sont des compétences essentielles, ouverture d'esprit. Donc voilà ce qui a résonné avec moi. Et nous avons eu plusieurs chefs de parti ou anciens chefs de parti dans notre groupe. Donc c'est formidable de le savoir que nous avons
ces expériences dans la salle, surtout quand nous allons arriver au moment de la discussion. J'espère entendre encore de ces personnes-là, s'ils veulent partager. Voilà, c'est tout pour notre groupe. Et nous avons préparé quelques questions pour les panélistes qu'on a mis dans les notes. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, à vous, Meredith. Merci. Nous avons abordé des sujets semblables. Nous avons eu plusieurs commentaires sur la confiance et la capacité d'un leader d'avouer ses erreurs, de reconnaître des moments, des périodes d'apprentissage. Il faut créer, renforcer ces environnements sûrs pour inviter cette vulnérabilité qui est nécessaire pour l'apprentissage. Aussi, souvent, l'apprentissage est oublié ou mis de côté, surtout quand on est en train de réussir et tout marche bien, tout marche comme prévu. On oublie de faire l'apprentissage, on oublie de prendre une pause pour faire cela. Donc, un leader qui sait faire cela est très important pour toute l'équipe. Et si le leader est confiant, cela va s'inculquer dans tous les membres de l'équipe. Tout le monde va devenir confiant. Et nous avons aussi préparé, nous, quelques questions que j'ai hâte de partager pendant la discussion. Voilà, nous avons beaucoup parlé de comment créer des espaces sûrs pour inviter ces comportements voulus. Et il est aussi important en tant qu'équipe de reconnaître que nos leaders doivent marcher entre les besoins de l'équipe et les besoins des bailleurs de fonds. Merci. Eric? Oui, merci beaucoup. Nous avons abordé, nous aussi, des sujets semblables du côté positif. Nous avons parlé de l'humilité qui est nécessaire chez des leaders. Nous avons aussi beaucoup parlé des objectifs et comment, même avec un leader qui connaît bien l'apprentissage et l'adaptation, il y a des limites telles que la bureaucratie des bailleurs de fonds, des contrats, des termes des contrats qui peuvent influencer ou réduire la capacité d'adaptation. Voilà le résumé rapide de notre discussion. Merci Eric. Et Elissa, à vous la parole. Elissa. Merci Jenny. Nous aussi, on a abordé des thèmes assez similaires. On a parlé de l'importance d'avoir un esprit ouvert parce que parfois l'apprentissage, ça fait peur, ça peut sembler une critique et donc l'importance de créer un espace où soit les leaders, soit tout le personnel se sont ouverts et aient un esprit d'ouverture envers l'apprentissage. Et aussi, on a parlé de l'importance de la communication pour pouvoir justifier et donner assez de données pour qu'on puisse avoir des conversations autour de ce qu'il faut adapter parce que parfois, si on a un budget, on a un plan, c'est difficile de penser de changer quand les choses elles vont bien aussi. Donc, merci. Je tourne la parole à nouveau vers Suzanne. Merci, Elissa. Et si vous n'avez pas vu dans la boîte à discussion, en revenant de la salle parallèle, il a fallu resélectionner votre langue d'écoute préférée. Moi, j'ai dû le faire rapidement pour pouvoir suivre ce que Elissa a partagé. Je suis contente d'avoir des chefs de parti parmi nous et merci pour ce que vous avez déjà contribué aux discussions. Comme Jenny a dit au début, je m'appelle Suzanne Amari et je suis la directrice des activités pour Idéal. Et merci à Rita et à Sagar pour votre présence aujourd'hui avec moi pour la discussion. Rita ne peut pas allumer sa caméra vidéo faute de connexion, mais elle va quand même sélectionner son profil pour qu'on puisse le voir. Nous avons déjà entendu que oui, c'est un défi d'inviter des leaders à appuyer l'apprentissage et l'adaptation. Salut Rita.
Mais voilà, aujourd'hui, on va essayer d'identifier des moyens, des stratégies qui ont réussi déjà par le passé pour surmonter ces défis-là. Et nous espérons que tout le monde, vous allez quitter cette réunion avec de nouvelles idées pour promouvoir une culture d'apprentissage au sein de votre propre activité, que si vous êtes le chef de partie, si vous êtes assistant de collecte des données, à tous les niveaux du projet, on peut être champion de l'apprentissage. Mais j'aimerais commencer avec ces deux champions de l'apprentissage que nous avons avec nous. Voilà la première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un leader fort en adaptation et à l'apprentissage que vous êtes aujourd'hui? On va commencer avec Sagar. Bonjour et merci à tout le monde de m'avoir donné cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Pour devenir un leader qui est fort en adaptation, en, en gestion adaptative, ben, moi, je suis toujours en cours d'apprendre. Donc, je ne sais pas si je peux vous servir comme exemple, mais une chose qui m'a beaucoup motivé, c'est que nous savons que nous vivons et que nous travaillons dans des contextes difficiles et complexes. Par exemple, l'augmentation de la population, la diminution des opportunités économiques, les taux d'inflation et d'immigration qui sont très élevés. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent d'un contexte vers un autre. Il y a les familles qui ont été divisées et il y a des services de base qui sont très limités, des services de santé, d'éducation. Il y a des carences de nourriture. Et en tant que système, on essaie de gérer tout cela qui continue à être secoué par des chocs et des stress qui sont bien réels. Donc, les contextes que nous vivons deviennent de plus en plus complexes. Et pour répondre à tout cela, nous, en tant que professionnels du développement et de l'humanitaire, il faut penser d'une façon systémique. Cela va nous aider à comprendre comment chaque sous-système est connecté aux autres, comment nous pouvons renforcer la sécurité alimentaire et comment tous les éléments sont interconnectés, par exemple l'accès, l'interopérabilité. Mais en même temps, il faut comprendre que ces limites existent au sein de nous-mêmes. Moi, je veux tout faire et peut-être j'ai beaucoup de connaissances, je connais très bien le système dans lequel j'interviens. Peut-être je suis scientifique alimentaire, expert en moyens de subsistance, mais est-ce que je comprends l'interconnectivité de tous ces éléments différents? Hmm, hmm, Peut-être que non. Et ça, voilà la lacune principale qui persiste au sein de nos équipes. Et même si nous apportons toutes nos connaissances, nous n'avons pas la capacité de répondre à toutes ces lacunes et à toutes ces complexités. Donc voilà ma motivation. Comment est-ce que je peux donner cette opportunité à mon équipe? Comment est-ce que je peux créer un système, concevoir d'un système dès le début qui va aider mon équipe à comprendre comment elle peut se rassembler, tout le monde peut apprendre ensemble, s'entretenir pour qu'on puisse réaliser nos impacts voulus. Et quels sont les systèmes internes, les systèmes d'apprentissage interne qu'il faut mettre en place pour faciliter l'apprentissage de l'équipe entière? Voilà, ça un, un élément qui m'a beaucoup motivé, qui me motive toujours à poursuivre l'apprentissage de la gestion adaptative. Merci. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de notre travail vise la solution des problèmes complexes. Et souvent, il nous faut des solutions complexes pour répondre aux problèmes complexes. Et il faut travailler ensemble pour développer ces solutions, n'est-ce pas? Donc, j'aime bien qu'on pense au niveau des systèmes. Rita, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour devenir un leader qui est forte en gestion adaptative? Merci, Suzanne. J'espère que vous m'entendez. Oui, OK. Oui, je suis d'accord avec
ce que Sagar a dit. Moi aussi, je suis en train de me développer et d'apprendre. Je ne suis pas très, très forte, même si j'apprécie comment cela sonne quand vous le dites. Mais chaque jour, il faut penser à l'adaptabilité. Moi, il m'a fallu 15 minutes pour me connecter à cette réunion. J'ai dû trouver des solutions pour me connecter. Donc, chaque jour, il faut avoir la capacité d'apprendre et de s'adapter de façon quotidienne. Plus précisément, tout d'abord, il y a 10 ans, j'ai participé à une formation d'idéal sur les théories du changement. Et j'ai compris tout de suite que je ne pouvais pas retourner en arrière. Si on travaille avec le TDC, la TDC, que ce soit pour un projet de 6 mois, de 12 mois, on, on est obligé d'apprendre parce que chaque élément dans la TDC a ses indicateurs et donc à chaque étape, il faut comprendre ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on n'a pas pu réaliser et comment on va s'adapter pour améliorer cela. Deuxièmement, si on travaille avec le professeur Lassen ou d'autres personnes de façon quotidienne, il faut toujours s'expliquer, expliquer pourquoi on change ceci, cela au milieu d'un projet essai. Il faut pouvoir expliquer clairement ce qu'on est en train d'apprendre et pourquoi on veut changer ceci, cela. Donc, chaque jour, je dois trouver des moyens d'apprendre et d'apprendre avec mon équipe. Moi, j'ai commencé comme travailleur social et puis j'ai suivi différentes formations et ces formations en mesure des indices a été critique pour moi en tant que gestionnaire. Quand on a les chiffres, cela aide à comprendre la situation. J'ai eu une fois un superviseur auquel j'ai dû toujours m'expliquer pourquoi je vais changer ceci, cela. Et à chaque reprise, j'ai dû utiliser les données. Donc, l'apprentissage était quelque chose qui était très critique pour cela. Dernièrement, ou en dernier, je m'intéresse beaucoup à la conception. Je suis toujours en train d'écrire une proposition ou un rapport ou des normes opérationnelles. Et chaque fois qu'on fait cela, il faut penser à ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on va faire à l'avenir. Et c'est comme ça qu'on améliore son programme. Et aussi, pour rebondir sur ce que Sagar a dit, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a très peu de progrès, même s'il y a beaucoup de besoins. Donc, avec toutes les crises qui nous entourent dans le monde, il faut trouver des solutions qui marchent. Et voilà, l'apprentissage, cela veut dire qu'on va pouvoir fournir des solutions qui marchent, qui sont durables. Et chaque fois qu'on en prend quelque chose, cela veut dire qu'on a des preuves qui indiquent qu'on doit faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Voilà, l'importance de l'apprentissage. Merci. Oui, nous avons vu dans le nuage des mots, la curiosité, c'est un mot-clé. L'humilité, c'est un aspect clé. Et vous, les deux, vous êtes de très bons exemples de ces deux caractéristiques, la curiosité et l'humilité. Nous avons entendu de plusieurs groupes parallèles ne se sont pas toujours en sécurité. Et c'est souvent un obstacle pour l'apprentissage. Donc, en tant que leader, comment est-ce que vous pouvez créer des espaces sûrs qui facilitent l'apprentissage et comment est-ce que vous gérez les échecs et le risque réputationnel des échecs? Rita, peut-être on peut commencer avec vous pour cette question? Oui, je reviens encore une fois à la théorie de changement, mais c'est un outil très structuré pour l'apprentissage, pour toute l'équipe, à tous les niveaux. Donc, si on a une stratégie structurée pour orienter l'apprentissage, cela veut dire qu'on s'attend à des résultats et à des évolutions. Donc, tout le monde est déjà prêt à déceler des changements nécessaires et de les mettre en œuvre. Avec une telle structure, tout le monde a l'impression de contribuer à l'apprentissage et les décisions qui résultent de ces apprentissages, si on a bien fait, si on doit changer quelque chose,
toute l'équipe peut s'approprier de ces décisions grâce à cette structure. Plus on intègre toute l'équipe dans l'apprentissage, plus on va se sentir en toute sécurité. Et quand il faut prendre une décision à partir des apprentissages, une décision, tout le monde va avoir l'impression de s'approprier de cette décision, d'avoir arrivé à cet apprentissage ensemble. Donc, une fois qu'on crée un tel espace qui permet à tout le monde de contribuer aux décisions, cela va aboutir à un environnement sûr. Ce n'est pas seulement une question de l'équipe ou l'équipe d'apprentissage. Il faut aussi intégrer les coachs sur le terrain qui identifient quelque chose qui ne marche pas. Ce coach va me dire en tant que leader, ah, si vous ne changez pas ceci, cela, je ne vais pas pouvoir réussir. Et puis, c'est à moi de faire quelque chose. Et cela va donner un sentiment de sécurité au coach. Voilà, il a pu me dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et j'ai agi. Et quand on parle de la sécurité, avec l'activité récente, le BHA crée un espace très flexible. Donc, il est facile de se sentir en sécurité en tant que leader parce qu'on sait qu'on va pouvoir présenter ce qu'on veut présenter et le BHA va être à l'écoute. Le- Et plus on interagit avec le BHA, plus on vient avec beaucoup d'informations, plus on peut tout expliquer, plus le BHA va nous comprendre. Et quand on sait que nous sommes prêts à appliquer les apprentissages, tout le monde se sent en toute sécurité. Merci Rita. Sagar, à vous, comment est-ce que vous créez un espace sûr pour l'apprentissage? Sûr, espace sûr. Oui, euh, avec mon équipe, j'essaie d'aller sur le terrain aussi souvent que possible et de passer beaucoup de temps avec mon équipe. Et j'essaie de rencontrer le plus grand nombre de coéquipiers possible parce que quand j'étais jeune, j'avais peur des leaders, des gérants. J'avais peur que... et moi, j'essaie d'éliminer cette peur en tant que leader en interagissant avec mon équipe. Si on me voit comme un gars normal qui ne comprend pas tout, j'espère que je vais donner l'impression à tous les coéquipiers que ça va de ne pas avoir toutes les réponses. Ça va de ne pas tout savoir. Donc, je vais sur le terrain, je pose des questions sur ce que tout le monde a compris dans le modèle que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je pose des questions critiques et j'indique que moi aussi, je suis en train d'apprendre. Si on peut créer un tel environnement pour son équipe, c'est une bonne chose. Et peut-être je n'ai pas visité toutes les 200 communautés où nous intervenons, mais avec les autres gérants, si on peut couvrir toutes ces communautés, c'est bon. Et cela va créer l'ambiance, la bonne ambiance, comme j'aime dire, qui facilite les discussions autour de l'apprentissage. Et on va continuer à apprendre de tout ce processus. Donc voilà comment moi, j'essaye de répondre à cette question de la peur et de l'établissement des espaces sûrs. Merci, Sagar. Oui, j'aime bien cette idée d'une ambiance d'apprentissage au lieu d'une culture d'apprentissage. Et oui, c'est quelque chose de très basique. Faire la connaissance de son équipe, oui, cela réduit beaucoup la peur et cela crée la confiance. Et voilà, on crée la confiance en faisant la connaissance des gens. Si on vous connaît, il est plus probable qu'on va vous faire confiance. Et ce n'est pas le cas si vous êtes une figure lointaine dans la capitale du pays ou au siège de l'organisation. Si c'est le cas, la confiance devient beaucoup plus difficile. Merci pour les commentaires. Je pense que vous les deux, vous avez abordé quelques autres questions qui ont été évoquées.
tels que, oui, il faut mettre en pratique les idées que vous êtes en train de prêcher. Les leaders doivent mettre en œuvre les apprentissages que nous développons. Donc, comment est-ce qu'on peut non seulement faire la collecte de toutes ces données, générer les apprentissages, mais aussi comment est-ce que vous pouvez établir un système pour mettre ces apprentissages en pratique? Sagar, est-ce que vous voulez répondre à cela? Est-ce que vous pouvez reprendre la toute dernière partie? Oui, oui. Une fois que nous avons créé un système d'apprentissage, comment est-ce qu'on peut aller au-delà d'un système de collecte de données, au-delà d'un système d'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut appliquer tous ces apprentissages et les mettre en pratique? Oui, tout d'abord, il faut avoir un système en place pour faire la collecte des données, etc. Oui, comme vous avez dit. Mais trop souvent, nous perdons trop de temps ou on est déjà dans la quatrième année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces apprentissages, avec toutes ces données quand on a du retard à cause de toutes les revues qu'il faut faire, tous les rapports qu'il faut générer? Une chose qu'on peut faire, on peut commencer dès le début. L'apprentissage doit être intégré dès le début d'un programme. On ne peut pas attendre à ce que l'USAID nous demande, est-ce que vous avez intégré l'apprentissage? Ça, c'est une chose. Une autre chose, pour la gestion adaptative, encore une fois, il faut rassembler l'équipe. C'est l'équipe qui a indiqué, voilà ce que nous voulons apprendre. Et donc, les apprentissages qu'on va générer, c'est l'équipe qui va savoir si on peut les utiliser pour améliorer ou non. Donc, ça fait déjà partie du processus. Les apprentissages vont nous aider à voir si nous avons pu réaliser certains objectifs, certains résultats. Et voilà, pour atteindre un tel objectif que je n'ai pas pu atteindre, qu'est-ce qui a été la raison? Donc, avec l'apprentissage, on est déjà d'un pas d'avance de chaque scénario. Donc, on peut organiser des séances interactives au sein de l'équipe à différentes étapes du programme et on peut aussi réunir l'équipe avec les différentes parties prenantes pour que tout le monde comprenne les apprentissages. Nous savons déjà faciliter l'apprentissage au sein de notre équipe, mais il y a des programmes où les acteurs systémiques doivent aussi agir. Et c'est ça une lacune dans ce que nous faisons aujourd'hui. Mais on peut répondre à cela en intégrant l'apprentissage dès le début. Donc, est-ce que tout le monde fait partie du système? Est-ce que tout le monde est en train d'apprendre? Est-ce que nous aidons toutes ces parties prenantes d'adapter leur propre stratégie? Donc, voilà comment moi je fais avec mon équipe. Merci, Sagar. Cela, voilà, peut-être Rita, si on parle du partage des apprentissages en dehors de l'équipe principale avec des autres acteurs, Rita, je sais que vous êtes non seulement championne d'apprentissage au sein de votre activité, mais vous partagez ces apprentissages avec la communauté plus large, la communauté de la sécurité alimentaire plus large. Vous avez organisé une série de webinaires, vous organisez un sommet d'apprentissage, mais pourquoi était-il important pour vous de tendre la main au-delà de votre équipe d'activité? Ah, peut-être c'est parce que j'aime bien voyager. Non, 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 non. Je pense que ce qui m'a motivé, et ça revient à la première question, il y a trop de réunions et pas assez de ressources. Et je ne peux pas rester en silence quand je trouve une solution qui marche et qui pourrait aider les autres. Mais voilà la bonne nouvelle. J'ai pu identifier
de telle solution qui marche. Et voilà, il faut toujours utiliser les preuves et viser l'apprentissage. Si nous prenons le temps d'apprendre et de créer et il faut aussi créer des opportunités d'apprentissage pour les autres. La semaine dernière, nous avons eu un événement de 3 jours avec plusieurs centaines de personnes. Et on nous a demandé pourquoi est-ce que vous faites cela? Pourquoi est-ce que vous partagez tous vos secrets, les secrets de votre réussite? Et voilà, on a parlé, on a parlé, on a partagé, parce que pour nous, c'était une opportunité de partager avec les autres ce que nous avons, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comme ça, les autres vont prendre les solutions qui marchent et vont les mettre à l'échelle. Donc, c'est dans mon intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour rebondir sur ce que Sagar vient de dire, la systématisation des apprentissages, on ne peut pas faire cela si on n'est pas systématique dès le début, si on ne pense pas au niveau du système dès le début. Donc oui, il est facile d'organiser un webinaire, d'organiser comme une foire pour partager les résultats. Et quand les systèmes d'apprentissage sont déjà en place et quand on est fier de ce qu'on a pu faire, oui, c'est plus facile de parler de ce dont on est fier, mais aussi quand on a des échecs et qu'on peut s'adapter autour d'un échec, il faut partager cela aussi. Voilà la motivation derrière l'organisation de tous ces événements. Il y a un autre qui s'annonce bientôt et même aujourd'hui. Je voulais entendre toutes les idées qui sont ici dans cette salle parce que c'est toujours bon d'apprendre des uns des autres et de voir ce qu'on peut continuer à adapter. Voilà, merci. Merci Rita. Oui, cela aurait été une perte pour nous tous si vous n'aviez pas pu vous connecter. Mais ravi que vous êtes là et j'ai hâte d'entendre tous les apprentissages qui viennent de votre activité. Sagar, vous travaillez aujourd'hui avec l'unité de réponse à la crise au Soudan de Mercy Corps. Donc, comment est-ce que vous centrez l'apprentissage dans les contextes de crise humanitaire ou de crise prolongée? Comment est-ce que vous équilibrez le besoin pour l'apprentissage contre la pression de livrer sur les objectifs organisationnels et les exigences des barres de fonds dans avec les calendriers plus courts? Oui, le contexte humanitaire est tout à fait différent au programme de développement. Oui, et j'ai beaucoup appris dans mes 2 mois ici. Mais même s'il y a des différences, il y a aussi des similarités. Il faut toujours avoir un programme d'apprentissage. Il faut identifier les apprentissages ciblés. Il faut identifier les personnes qui vont pouvoir vous aider avec cette recherche, que ce soit des apprentissages en interne ou externe. Donc, est-ce qu'il y a un budget pour avoir des coéquipiers qui vont nous aider avec l'apprentissage? Est-ce qu'il y a des coéquipiers? Est-ce qu'il y a assez de coéquipiers? Oui, l'apprentissage, c'est la responsabilité de tout le monde. Il ne faut pas avoir, comme Rita a dit, comme on a fait par le passé, le suivi et l'évaluation, c'est la responsabilité de l'équipe de suivi et d'évaluation. Non, c'est la responsabilité de tout le monde, de tous les coéquipiers qui mettent en œuvre le programme. Et cela va de même pour l'apprentissage. Est-ce que nous avons le personnel nécessaire? Est-ce que nous avons les bonnes informations pour alimenter le programme d'apprentissage?
Les projets sont toujours en évolution continue et voilà, le contexte peut changer tout d'un coup. Il faut être très flexible. Il faut avoir plusieurs plans, le plan A, le plan B, le plan C déjà en place. Il faut avoir les systèmes en place pour comprendre comment des conflits peuvent se déplacer d'une zone à une autre. Et il faut avoir les preuves pour indiquer aux bailleurs de fonds, voilà, il va falloir adapter une certaine intervention. Voilà, quelque chose qui était axé sur le secteur privé, peut-être on va en prendre charge pour fournir l'alimentation ou répondre aux besoins de base nous-mêmes. Donc, est-ce que nous avons tous ces plans en place? Est-ce que nous avons les preuves pour raconter le narratif aux bailleurs de fonds? Tout cela doit être en place avec le budget nécessaire, avec les plans nécessaires. Je suis toujours en train d'apprendre cela dans mon contexte spécifique. Merci. Merci, Sagar. Nous avons une question dans la boîte à discussion sur euh, ce que vous venez de dire, sur les budgets pour payer les membres du personnel dédiés à l'apprentissage. Vous venez de parler du budget d'ordre général, un budget pour faire de l'apprentissage la responsabilité de tout le monde. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur le personnel dédié? Comment est-ce que vous pouvez motiver, justifier un personnel dédié? Et la même question pour Rita. Je sais que vous avez ces éléments d'apprentissage dédiés au sein de votre équipe. Donc, quels sont les défis pour vous au niveau des budgets pour le personnel dédié? La première chose, c'est d'inviter l'appropriation des leaders seniors. Même en tant que chef de parti, je fais partie d'une fondation qui a son représentant pays et d'autres leaders avec lesquels je dois travailler. Je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, nous avons invité un leader senior à un atelier de 5 jours sur la TDC. Il a beaucoup apprécié et il l'a exigé pour les autres projets. Et maintenant, au sein de l'équipe de leaders seniors, tout le monde connaît comment cela marche et le fait que cela marche, la TDC. Aussi, il faut insister sur le fait que l'apprentissage fait partie des responsabilités de tout le monde. On peut avoir un responsable d'apprentissage, quelqu'un qui va faciliter la recherche et l'apprentissage, quelqu'un qui a les compétences techniques nécessaires, mais il faut aussi trouver un moyen pour faire de l'apprentissage la responsabilité de tout le monde. Par exemple, si on a un outil de suivi de contexte, dans un camp de réfugiés, une personne ne va pas pouvoir capter toutes les évolutions qui sont en cours. Nous allons tous et chacun à 10 réunions différentes chaque jour, mais il faut continuer à mettre à jour l'outil de suivi du contexte. Donc, tout le monde contribue à l'outil parce qu'en fin de compte, c'est le seul moyen de vérifier que nos présomptions sont bonnes, que nous faisons des progrès. C'est grâce à cet outil de suivi du contexte. Il y a d'autres outils collaboratifs que vous pouvez utiliser de la même façon. Mais il y a aussi des bailleurs de fonds qui sont très axés sur l'apprentissage, qui vont peut-être vous donner 6 mois pour vous adapter. Donc voilà, on se dit, ah, je commence avec 6 mois pour réfléchir à ce que je vais faire. Et même quand je commence la mise en œuvre, j'aurai le temps pour appliquer mes apprentissages. Donc, cherchez ces fonds-là, ces barres de fonds-là, et invitez aussi les leaders seniors
à s'approprier de l'apprentissage et de votre projet et trouver des moyens pour partager les apprentissages avec toute l'équipe au-delà de deux, trois personnes simplement. Merci Rita. Sagar? Oui, Rita a déjà dit beaucoup de ce que je voulais dire. Il faut parler avec les barres de fond dès le début. Cette première phase est très importante, la phase de conception. C'est à partir de là qu'il faut commencer. S'il y a un plan de suivi et d'évaluation approuvé par le bailleur de fonds, le budget pour le personnel ne serait pas un problème. Mais si au milieu d'un programme, on se dit, ah, il faut faire de l'apprentissage. J'ai eu des expériences où les bailleurs de fonds nous disent, non, nous n'avons pas du temps, nous n'avons pas assez de temps pour embaucher les personnes, pour générer, développer les systèmes et générer ces apprentissages. Donc, parfois, on nous dit non dans ce cas-là. Donc, il faut commencer dès le début. Et pour les barres de fonds qui sont moins flexibles, on peut quand même renforcer les capacités de l'équipe et embaucher assez de personnes pour que l'équipe peut être indépendante. Comme Britta a dit, il faut trouver des personnes qui savent développer des outils pour appliquer l'apprentissage et la gestion adaptative au sein de l'équipe et le faire d'une façon équilibrée, surtout quand on travaille avec les barres de fonds qui ne sont pas très flexibles. Merci beaucoup pour la réponse, Agar. Franck, je pense que vous avez posé cette question qu'on vient de poser. Je vois que vous avez la main levée, donc à vous la parole, Franck. Si vous voulez ajouter quelque chose ou clarifier la question, allez-y. Oui, merci beaucoup. Salut Sagar, un plaisir de vous revoir. On a travaillé ensemble il y a quelques années, mais pour ajouter à ce que vous venez de dire, en tant que quelqu'un qui essaie de faire tout cela, pour mettre en place une bonne culture, les bons outils, les bons processus, il faut quelqu'un qui comprend l'apprentissage dès le début. Il faut planifier pour cela. Ce n'est pas forcément quelqu'un dans un poste senior, mais quelqu'un qui est responsable pour cela, c'est assez pour intégrer l'apprentissage dans le cycle de mise en œuvre du programme. Une fois que l'équipe de programme entre dans le rythme de la mise en œuvre, il est très difficile d'organiser des moments pour la réflexion si ces moments ne sont pas intégrés dès le début. Il faut quelqu'un qui va publier ces informations, qui vont les disséminer au bon moment, parce que les données, les preuves, les apprentissages peuvent nous servir si nous utilisons au bon moment. Donc moi, je soutiens beaucoup les budgets pour ces postes dédiés. C'est comme cela qu'on va développer et convaincre les organisations et les bailleurs de fonds. Et on peut commencer au niveau le plus bas possible et on monte en hiérarchie. Oui, Merci Corps a reconnu l'importance de cela et c'est un exemple que les autres organisations devraient copier pour, il faut financer l'apprentissage comme élément de base de la mise en œuvre. Oui, merci Franck. Et je pense que tout le monde qui a rencontré Florence, qui a lu son travail,
Elle a une très bonne ambiance d'apprentissage, elle. J'ai une dernière question que j'aimerais vous poser de la boîte à discussion et puis une question de clôture, mais un grand merci à tout le monde qui a participé dans la boîte à discussion, qui a contribué des questions, des avis. Voilà la question suivante. Quelles sont les stratégies que vous appliquez pour continuer avec l'apprentissage d'ici l'avenir? Nous travaillons dans des contextes où il y a beaucoup d'incertitudes et parfois ce qu'on a fait par le passé n'a pas été très efficace. Et il faut aujourd'hui innover, il faut trouver de nouvelles solutions pour répondre à des contextes en pleine évolution. Donc, comment est-ce que ces apprentissages sont réalisés et comment est-ce que vous pouvez répondre à tout cela? Sagar, vous voulez commencer? Oui, au niveau des stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ouvert, il faut être interactif, inviter l'interaction de nos coéquipiers, il faut être à l'écoute des informations qui viennent du terrain, il faut communiquer avec les bailleurs de fonds pour leur expliquer ce qui se passe sur le terrain. Parce que les bailleurs de fonds veulent que nos programmes réussissent. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas là pour nous empêcher. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer tout ce qui se passe sur le terrain avec les bailleurs de fonds de la manière la plus efficace? Si nous pouvons développer des stratégies autour de cela, cela va nous aider à faciliter l'apprentissage à l'avenir. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de panacée pour répondre à tous ces problèmes. Tout cela, tout dépend du contexte, la typologie du programme, la typologie du bailleur de fonds. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais même après tout cela, il faut reconnaître que l'apprentissage est au cœur de tout ce que nous faisons. Même si nous pouvons aider 10 000 personnes, 100 000 personnes avec notre programme, si on n'a rien appris, si on n'a rien adapté, au niveau du modèle pratique, et si nous ne développons pas les choses qui marchent, inutile de mettre en œuvre un tel programme. Donc, on peut penser de cette façon-là et il faut rester ouvert. Il faut penser en dehors des idées reçues et rester ouvert. Voilà les conseils que j'ai à donner. Oui, merci Sagar. Rita? Oui, je pense que il faut investir dans la numérique. Il faut rendre l'apprentissage aussi simple que possible, aussi visuel que possible. Tout le monde doit comprendre ce que c'est. Il faut le rendre aussi rapide que possible. Je pense qu'à l'avenir, il faut devenir encore plus versatile, agile. Quand on a un programme très structuré dans l'espace du développement, par exemple, on a le temps de concevoir d'un plan d'apprentissage et de sourire tout au long de cela, mais par le passé, on appliquait des solutions individuelles à des problèmes individuels. Mais aujourd'hui, on peut être plus systémique. À l'avenir, je pense qu'on va être plus systémique et où on va prendre tout le temps possible pour apprendre tout ce que nous pouvons apprendre. Et quand on a plus de personnes impliquées dans l'apprentissage, cela accélère ce travail, cela réduit les coûts. Je pense que cela va être la tendance à l'avenir. Tout le monde veut réduire les coûts, mais avec la meilleure qualité possible. Et avec une telle mentalité, nous serons mieux préparés pour l'avenir. Merci Rita.
Et voilà, c'est un projet, un sujet potentiel pour une de nos réunions à l'avenir. Quels sont les outils numériques que nous pouvons appliquer? C'est quelque chose qui pourrait nous aider tous, surtout à l'avenir. Nous avons une dernière question de clôture pour nos deux intervenants, mais aussi pour le public en général, pour tout le monde ici présent. Voilà la question. Quand vous réfléchissez à votre passé, à ce que vous, quand vous ne compreniez pas l'apprentissage stratégique à la gestion adaptative, quel conseil est-ce que vous donneriez à vous dans le passé, quand vous étiez plus jeune? Mais c'est la question pour tout le monde, quel conseil avez-vous pour vous-même par le passé? Oui, j'aimerais bien revenir en arrière, avoir quelques années supplémentaires, mais voilà, je suis obligé de continuer dans l'avenir. Mais euh, je pense que je ne suis pas très différente aujourd'hui par rapport à quand j'étais plus jeune. J'apprécie toujours l'apprentissage comme je l'appréciais par le passé, mais mes conseils pour quelqu'un qui commence dans l'apprentissage, je vous conseille de suivre un cours dans la mesure, dans le suivi et l'évaluation. Cela va vous aider et cela va vous donner la motivation de continuer. Deuxième chose, l'apprentissage n'est pas très complexe. Parfois, on a peur de ces grandes idées, mais en réalité, disons qu'on fait la linge et il y a des rides dans les chemises, vous allez apprendre à comment mieux faire la linge. Donc voilà, on apprend tous les jours. Plus on est systémique, mieux vont être les apprentissages. Plus on utilise les techniques, la technologie, la technicité, plus on va apprécier vos apprentissages. Voilà les conseils que je donnerai à moi-même par le passé. Mais nous contribuons tous à l'apprentissage. Merci. Merci Rita. Et tout le monde, vous pouvez mettre vos conseils dans la boîte à discussion, les conseils que vous donneriez à vous-même par le passé ou à un collègue qui est plus jeune. Quel conseil donneriez-vous pour motiver ces personnes à devenir champions de l'apprentissage? Sagar, à vous la parole. Oui, je pense que mes conseils seraient de penser d'une façon plus critique dans tout ce que je fais et oser à poser des questions. Osez à poser la question pourquoi est-ce que cela se passe comme ça ou comme ça et entrez dans ces discussions avec vos collègues. Parce que vous savez le mieux et vos collègues vont vous aider à poser les bonnes questions et vous arriverez à des solutions qui marchent. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut identifier, qu'on peut mettre en œuvre, où il ne faut pas forcément attendre l'avis du superviseur ou avoir peur de l'avis du superviseur, du gérant. Si vous pouvez concevoir d'une solution, mettre en œuvre, mesurer les résultats, cela ne coûte pas très cher et on aura l'apprentissage. Donc, voilà les conseils que je donnerai à moi-même à un plus jeune âge. Mais voilà, j'aimerais entendre aussi les conseils des autres. Suzanne, qu'est-ce que vous diriez? Oui, nous avons de très bonnes réponses dans la boîte de discussion. Pour moi, je dirais, il ne faut pas présumer que quelque chose qu'on a observé a été observé ou appris par les autres, par tout le monde. Parfois, quand on est débutant dans sa carrière et on voit quelque chose, on se dit, ah, quelqu'un d'autre a observé cela, quelqu'un d'autre va savoir que c'est un problème, un défi, ou même si c'est quelque chose qui marche très bien, qu'il faut préserver.
Donc, il faut apprendre à prendre la parole. Il faut oser à dire quelque chose quand on observe quelque chose. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre et observer. Oui, nous avons d'autres réponses dans la boîte à discussion. Il faut être plus curieux. Il faut remettre en question le statu quo. Il faut faire partie du changement qu'on veut voir. Donc, merci beaucoup pour ces commentaires très motivants. Il faut toujours demander pourquoi. Donc, un très, très grand merci à vous les deux d'avoir participé à notre petit panel. Ce n'était pas un siège très, très chaud, peut-être un siège un peu tiède, mais j'apprécie beaucoup tout le monde qui a participé aux discussions en salle parallèle et qui a contribué dans la boîte à discussion. J'espère que vous allez pouvoir prendre les sujets de notre discussion aujourd'hui et de les appliquer à votre propre travail. Cela dit, la parole est à Nicole. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. J'adore cette ambiance d'apprentissage, un mot que je vais garder avec moi. Cette séance a été formidable. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Merci beaucoup à tout le monde. Idéal, nous avons revu notre cours de planification. C'est un cours disponible gratuitement sur Internet sur Kaya. C'est un cours d'1 à 2 heures. C'est un cours que vous pouvez faire quand vous voulez. C'est un cours gratuit et c'est c'est un cours que nous avons préparé pour la réunion régionale de l'apprentissage l'année dernière. Cette année, c'est Suzanne qui est en charge. Donc voilà, c'est un exemple de l'apprentissage et l'appropriation de ces apprentissages par les leaders. C'était un exercice simple, mais qui a rendu tout le monde plus confortable avant un événement très, très important, un événement régional. Et cela a donné de la confiance à tout le monde. Nous étions tous conscients des défis et des points positifs possibles et nous avions des plans en place. C'était très utile l'année dernière. Nous allons faire la même chose cette année-ci. Nous avons préparé beaucoup de scénarios comme des scénarios qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est un outil très utile et le cours est assez simple et vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de contextes différents. Et ce cours est disponible sur Kaya et à travers le réseau FSN. En clôturant la séance, je vais vous demander de répondre à l'évaluation que Elissa vient de partager dans la boîte à discussion. Ces commentaires, ces critiques sont précieux pour nous pour améliorer ces réunions à l'avenir et pour en nous orienter dans l'établissement des sujets des réunions futures. Jenny va vous envoyer un mail de suivi dans les quelques jours à venir avec des liens vers les ressources qui peuvent être utiles aussi. Si vous aviez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, on va y répondre dans ce mail de suivi. Restez aux aguets pour d'autres informations. Et faites partie de notre LISERV. Et Elissa vient de nous donner le lien pour faire partie de cette liste de mails. Un grand merci à toutes et à tous, à nos intervenants, un merci à Suzanne, un merci à tout le monde pour votre participation. La discussion a été très riche. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Un très, très grand merci à toutes et à tous. Voilà. Merci beaucoup.